Salut tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. On est toujours au studio SF à Montréal pour la captation du podcast et je commence par remercier les commanditaires de cet épisode. Merci à Évaluation Concept, qui est une firme d'estimation indépendante spécialisée dans les estimations après sinistre et les valeurs marchandes pour tout type de véhicules. Ils offrent également le service d'assistance carrossier à tous les carrossiers du Québec qui auraient besoin de support au niveau de l'estimation. Ils peuvent procéder à la rédaction de vos devis à distance ou à vos bureaux. Peu importe la raison, manque d'employés, vacances, surcharge de travail, Évaluation Concept peut mettre à votre disposition des estimateurs formés ayant tous les outils nécessaires pour respecter les normes de l'industrie et qui sont certifiés par le GAA. Je vous invite à consulter leur site Internet ou à communiquer avec eux par courriel à info@évaluationconcept.com. Merci à Pièces d'Auto Atpac, la première entreprise québécoise à importer des pièces de carrosserie neuves dites similaires. Si vous avez besoin d'une pièce certifiée CAPA ou non, je vous invite à consulter leur site Internet ou à communiquer avec eux au 1-800-363-9339. En cette période d'incertitude gouvernementale, on priorise les aliments avec le logo Les Aliments du Québec. Pour Pièces d'Auto Atpac, on peut faire pareil et prioriser en leur mettant le logo Les Entreprises du Québec. Merci à Mag Express, le chef de file pour la remise à neuf de vos roues. Ils sont fiers de travailler en collaboration avec les carrossiers, les assureurs, les concessionnaires et les centres de pneus. Après l'acquisition de Péjac à la fin 2022, Mag Express est fier de vous annoncer l'acquisition de Technomag dans la région de Québec. Pour tous les clients commerciaux, Mag Express vous invite à utiliser la commande en ligne pour le ramassage de roues et à consulter votre historique de commande. Merci à Unipièces OIM, courtier en pièces d'origine. Unipièces est une équipe de courtiers en pièces d'origine qui parcourt la province pour représenter plusieurs concessionnaires auprès des carrossiers. Ils soutiennent des carrossiers de nombreuses façons, que ce soit pour la recherche de pièces BO, le service de livraison d'urgence, la négociation d'escompte et bien plus encore. Je vous invite à consulter leur site Internet pour découvrir tous les services et pour les contacter directement. Bien sûr, tous les liens des commandites seront dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi un pilier de notre industrie, un homme que j'affectionne sincèrement et qui a un parcours vraiment inspirant. Je vous présente M. Guy Junior Lescarbot. Bonjour, Guy. Salut, Cassie. Comment ça va? Bien, toi? Oui, merci, ça va bien. Merci de ton temps, merci de ta Grand participation. Plaisir d'être ici aussi. Merci pour l'invitation. La première question, on demande toujours comment ça a commencé tout ça pour toi. Et sirop. Là, on recule de loin, on recule de 55 ans, puis comme je te disais tantôt en avant-première, tu as rendez-vous avec l'histoire un peu, pour mettre un peu d'humour. Commencé à l'âge de 16-17 ans. Okay. J'étais aux études. On a toujours, à notre époque, il y avait le primaire, il y avait le secondaire, mais j'étais en commercial. Puis j'avais besoin de sous pour mes activités, mes sorties d'adolescent, en fin de compte. Puis mon père disait, non, tu vas travailler, tu vas gagner tes sous, puis on va t'organiser quelque chose. Lui, à l'époque, était un directeur des ventes dans un concessionnaire. Et puis, les week-ends, les fins de semaine, les jours, dans le milieu de la semaine où j'avais pas d'études, je me présentais là, puis j'ai commencé à laver des carreaux dans le service en arrière. Fait qu'il m'avait trouvé un petit job pour faire l'entretien, la maintenance de l'atelier mécanique, de l'atelier de carrosserie. Okay. C'est sûr que les bâtiments, à l'époque, c'était pas mal plus vieux qu'aujourd'hui. Fait que quand t'avais un châssis, il devait avoir peut-être 18 ou 20 petits carreaux, puis il fallait que tu les fasses un par un, puis t'avais 2 étages à faire. Oh my God! Puis quand t'avais fini en haut, là, ça recommence en bas. Fait que j'ai fait ça pendant pas tout à fait un an. Après ça, ils m'ont engagé comme jockey. Jockey, c'est tu trimbales des autos d'une place à l'autre. Mais le permis de conduire, à l'époque, c'était à 21 ans, la majorité, et non à 18. Fait que le président de l'entreprise a mis de la pression sur mon père pour signer tes licences. Mes licences, merci beaucoup, avoir le droit de conduire, les licences. Puis je vais peut-être faire rire du monde, mais à l'époque, ça coûtait 6 $ pour oh my God! passer. Puis là, t'avais quel âge? J'avais 17 ans. T'avais pas encore 21 ans? Non, c'est ça. OK. Fait que mon père m'a endossé par la pression du propriétaire de la carrosserie. Puis là, j'ai commencé par jockey. Fait que trimballer une auto d'une place à l'autre. Je travaille au service, changement d'huile. Fait un peu de mécanique. Et puis j'ai appris sur le terrain avec ces gens-là. Fait ça 2-3 ans. Fait que ça a commencé là. Puis mon grand-père était dans l'automobile, mon père, mon oncle, mes cousins. Fait que chez nous... oh my God, ça date, là? C'est beaucoup
beaucoup de souvenirs, là, mais c'est des bons souvenirs, en fin de compte. Mais tu sais, avant 16 ans, savais-tu que c'était déjà ça que tu voulais faire? Pas du tout. T'avais pas d'intérêt, non? Pas du tout. C'est quoi tu voulais, toi? T'avais-tu une idée? En 76, j'ai appliqué à GRC pour être policier. Oh my God! J'étais complètement hors parce que... Aïe, aïe! En 60, puis c'était passé un bout, quelques années entre les deux. Fait que je me cherchais toujours, puis j'ai dit, bon, OK. Fait que j'ai fait mes examens physiques, je les ai passés. Puis aux études à l'époque, dans un cours commercial, il fallait que tu fasses de la dactylo, qui est l'ordinateur d'aujourd'hui, en fin de compte. Fait que ça, j'avais coulé, ça. T'avais coulé? Ouais, fait qu'ils se sont servis de ça pour me mettre des restrictions. Puis tu sais, t'es à l'école, puis c'est juste des filles, t'es tout seul de gars, tu sais. Fait que la gêne s'installe un peu. Fait que là, c'était un petit peu ça. Fait que j'avais coulé, puis les gens ils ont dit, OK, le physique, ça va bien, les tests, ça va bien, mais il faudrait que tu reprennes ton cours en dactylographie. J'ai dit, est-ce que j'ai besoin de ça, d'envie pour être policier? Tout ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit oui pour les rapports. J'aurais pu les faire à la main, mais anyway, c'est ça. Fait que... puis j'ai pas réessayé, fait que j'ai pas retourné pour refaire mes examens en dactylographie. Fait que j'ai repris le côté automobile, puis j'ai dit, bon, si c'est ça, ça va être ça, puis on va se donner les outils puis les façons de faire pour y arriver, en fin de compte, c'est un peu ça. Oui, mais là, attends, là, comment tu fais pour, tu laves des carreaux, là, finalement, ils te mettent sur déplacer des véhicules. Oui, mais c'est passé d'autres choses. Entre le fait qu'en 76, que j'ai appliqué dans un corps policier, avant de me rendre là, j'ai fait un petit bout de chemin. Là. OK, j'ai c'est été, quoi? 3 ans chez concessionnaire. Puis, qu'est-ce que j'avais fait? Donc, j'ai un petit blanc de mémoire. Je suis désolé. Ah non, OK. C'est ça. Puis là, ils m'ont mis... un remorqueur, pour ne pas dire un towing. Ils m'ont mis ça en neige, tu sais, l'hiver. Fait que je travaillais toujours dans la même concession. Puis j'ai été au service comme aviseur technique. J'ai été contrôleur. Fait que j'ai fait mon cheminement quelques années, tu sais. Mais j'ai fait ça jusqu'en 70. Fait que en 70, mon frère, qui est mon aîné de 4 ans, il était à l'emploi de G. Lebeau Limité à l'époque, qui est Lebeau Vide d'Auto aujourd'hui. OK. Fait qu'il était déjà sur place. Et puis, Lebeau Vide d'Auto étant proche des concessionnaires, des carrosseries, des assureurs. Mon père avait téléphoné au vice-président de l'époque, qui était Jacques Sinotte, puis il a demandé s'il voulait avoir un deuxième l'escargot dans la boîte de chez Lebeau Vide d'Auto. Fait que le lien s'est fait là. Okay. Là, j'ai commencé mon parcours en relations humaines, en développement, dans les ventes, puis tout ça, à partir de Lebeau Vide d'Auto pendant 21 ans. Enfin, c'était tout un cheminement. Puis M. Lebeau, sa business, il est parti en 1948. M. Lebeau est né en 1927, qui doit avoir 96, 97 ans aujourd'hui. Il vit encore? Ça, je ne suis pas certain. Je ne suis pas sûr. OK. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu ce monsieur-là, mais c'est un monsieur qui investissait beaucoup dans son personnel, les relations humaines, la formation. Fait que quand j'ai commencé, la première succursale de Lebeau, c'était sur la rue Papineau. Et puis Rosemont, pour situer exactement. Puis j'ai commencé là au comptoir comme vendeur. Fait que les produits, c'était les vitres d'auto, c'était les housses, les toits de vinyle à l'époque, puis c'est passé un paquet de trucs. Fait que quand tu avais ta formation de vendeur, ça dépend du talent que tu avais, puisque tu apprends ça sur le terrain. On n'avait pas d'école. À notre époque, il n'y avait pas de formation. Aujourd'hui, c'est bien différent. L'encadrement est là. Au moins, tu as une idée de ce que tu veux ou tu peux faire quand tu arrives sur place. Mais à l'époque, c'était pas ça. Tu apprenais sur le tas, en bon canadien. Fait que, un coup, tu avais fait ça, mais tu montais comme assistant gérant. Puis après ça, tu montais gérant. Puis c'est ce qui est arrivé dans mon parcours. Lebeau Vide d'Auto, c'est 5 à 6 mois par année d'aller à l'école. Parce qu'en entreprise, on avait de la formation en entreprise. Fait qu'on se déplaçait où les gens venaient chez nous pour la gestion, l'administration, relations humaines, les contacts, la vente. Fait qu'on était constamment en formation. Oh my God, j'adore ça. Et ce qui fait qu'à un moment donné, puis c'est pour ça que ce monsieur-là, il
Il a pris beaucoup de place au Québec, mais même au Canada. C'est devenu une référence. Oui. Ça a fait la concurrence parce que il a tellement donné d'encadrement à ses employés, de formation, par la force des choses, ça l'a propulsé par en haut. Tu rends tes gens meilleurs. Fait qu'à ce moment-là, ça pousse vers le haut. Ben oui. Mais ça a fait de la compétition ou de la concurrence qu'on appelle, parce qu'à l'époque, il y avait juste le beau vide d'auto qui existait. Fait que sans nécessairement mettre des noms, mais pour te donner une image, mais qui est venu au monde, les Vitroplus, les docteurs du pare-brise, PH Vite. Fait que chacun, après avoir eu la formation, connaissance ou conscient des capacités de chacun, mais les gens s'y risquaient à partir de leur propre business. Puis, mais c'est correct, c'est ça sain. fait partie de la vie. Ben, c'est ça. C'est sain d'avoir de la concurrence ou de la compétition pour te permettre d'être meilleur, en fin de compte. Fait que moi, quand j'ai atteint le poste de direction dans les succursales, mon frère était déjà en poste, puis lui, il a fait le trail. Mon frère, lui, il était responsable au développement des affaires avec les assureurs. Parce qu'il faut comprendre que Gérard Lebeau, c'était pas juste du détail, c'était pas juste une publicité journal. Il fallait développer des relations, des contacts avec les courtiers d'assurance qui sont locaux, en entour de chacune des succursales. On faisait affaire avec les assureurs parce que les réclamations, c'est nous qui s'en occupaient, comme ça existe encore aujourd'hui, quand que les gens ont des dommages. Souvent, les franchiseurs ou les franchisés prennent la réclamation, les faits comme on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'était plus rudimentaire, puis c'était à la main. Et puis, on sollicitait, puis on rencontrait les concessionnaires et les carrosseries. Fait qu'à la base, là, pour moi, tout est en place pour être capable d'aller chercher la connaissance que j'avais besoin pour continuer à évoluer. Fait que ça existait déjà, le fonctionnement à l'interne, ça fonctionnait déjà avec les assureurs, les carrossiers. Oui. Toi, dans le fond, tu as continué le travail qui avait déjà été commencé. Bien, tout à fait. Mais c'est-à-dire, au multiple de 2, 3, 4, c'est sûr que... Mais avant d'aller sur la représentation, la sollicitation, prendre des ententes, puis tout ça, fallait que je connaisse un peu plus le terrain. Fait que c'est un troubleshooter, là, un réparateur de pots cassés, comme je me plais à le dire. Fait que quand une succursale fonctionnait bien, mais ça, il mettait quelqu'un pour la gérer, puis moi, je m'en allais dans un endroit, une autre succursale, dans une autre région donnée, pour restructurer l'entreprise. Okay. Fait que là, c'est les ventes, relations humaines, mais dans l'application, ce que j'ai appris avec le temps, solliciter les carrossiers, solliciter les concessionnaires, solliciter les courtiers, parce qu'à l'époque, les courtiers d'assurance s'occupaient de leurs réclamations. Il y avait du personnel en place, il y avait des experts enseignistes qui prenaient la réclamation, puis il y avait des gens dans le bureau du courtier qui les réglaient. Fait qu'avec les assureurs conjointement, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est tous les assureurs directs, ça se fait, puis les courtiers ont pu à le faire. C'est plus des courtiers régleurs qu'on a. Non. Dans notre époque, c'est des courtiers régleurs. Fait qu'un coup que le travail était fait, au bout d'un an et demi, 2 ans, la succursale était remontée, restructurée, ben, j'en prenais un autre. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis à travers tout ça, ça m'a permis d'avoir des contacts chez les courtiers, chez les assureurs, chez les concessionnaires, puis d'assimiler le travail, puis... et voilà. Je vais te poser une question d'histoire. Là. Vas-y. À ce moment-là, est-ce que les assurés allaient s'asseoir dans le bureau du courtier pour faire leur réclamation? Ça a-t-il déjà existé? Oui, ça allait arriver. Oui, physiquement, hein? Oui, une bonne question. Oui, ça allait arriver probablement, même souvent. Mais c'était au téléphone. OK, ça fait que ça se passait au téléphone déjà. Ouais, là. Beaucoup okay. au téléphone, oui. Puis là, tu as fait ça pendant 21 ans? Bien, de zéro à aller jusqu'à temps que je m'occupe d'un autre dossier à l'intérieur chez Lebeau pour m'enligner avec GM Canada, dans un projet, dans un programme spécialisé. Fait que j'ai fait mes classes là-dedans. Et puis, ça m'a amené à rencontrer GM. Parce que dans Lebeau Vide d'auto, indépendamment de faire de la vide, du rembourrage et puis tout ce qu'on connaît de Lebeau Vide d'auto, on avait un département électronique.
Fait que Gérard Lebeau avait décidé de prendre une avenue, de dire, OK, on va vendre des radios à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait des radios standards dans les autos. AM. Pour ne pas dire PM ou FM. Des cassettes. Oui, les grosses suites, là. Mais ça, c'est ça, tu pouvais pas avoir ça original. Fait que tu pouvais l'avoir, ce qu'on appelle d'aftermarket, après-marché. Okay. Fait que là, le beau se lance là-dedans, on engage des techniciens, puis quand tu vends le produit, il fallait appuyer les manufacturiers comme Sony, comme Panasonic, parce que pour régler les problèmes, ça prenait du personnel en place pour régler les petits problèmes électroniques ou électriques au niveau des appareils. Fait que ça nous a amené avec GM. Ça, c'était une autre histoire. Ça a été... une belle aventure. Là, tu es encore pour Lebeau? Tout le temps. OK. Mais il y a 21 ans. Mais là, il a fallu... Bon, je dis, quand GM est arrivé, c'est que Lebeau a pris une entente avec General Motors pour donner le soutien à 365 concessionnaires de General Motors au Québec. Pardon? Oui. Fait que ce qui se passait à l'époque, on se ramène dans les années 80, 82 pour te mettre dans le contexte. L'ère de l'électronique commence. Fait que les Corvettes avaient des tableaux de bord électroniques digitales. Il y avait des Cavaliers que je me souviens. Il y avait des Corsica, toujours dans le GM. Mais c'était contrôlé électronique. Est-ce que tu as dit le mot cavalier? Oui. Oui, excuse, ça vient avec mon époque, là. Ah ouais, mais tu connais ça? Oui. Ma mère, elle avait ça. Ah oui? Quand on était jeune, mais tu sais, aujourd'hui, je rêverais d'en avoir un, je pense. Bon, voilà. Ah oui. Ben oui. En tout cas, fait que c'était contrôlé de façon électronique, mais souvent, c'était digital ou c'était analogique. Mais toujours avec un peu d'informatique en arrière. Fait que là, il y avait des complications au niveau des services donnés à chacun des concessionnaires. Il y avait une entreprise qui était à Toronto qui fournissait pas la demande. Fait que je t'explique. C'est que tu as une auto, tu as ton tableau de bord électronique, puis ton indicateur d'essence fonctionne mal. Fait que toi, tu vas chez ton concessionnaire, tu dis, bon, l'indicateur d'essence fonctionne mal. Fait que là, ça se répare pas, ça. Il fallait que le concessionnaire démarche le tableau de bord, prenne le numéro de série en arrière, qui nous l'envoie, réinstalle ce qu'on appelle un cluster dans le tableau de bord. Nous, on sortait un cluster de l'inventaire, puis on préparait le tableau de bord pour envoyer au concessionnaire. Le concessionnaire, quand il recevait le cluster, ramenait le client, enlève celui qui est défectueux, puis on réinstallait le cluster dans le client, puis le client, tout est beau, tout fonctionne. Quand ça revenait chez nous, là, il fallait le réparer. Fait que GM nous fournissait les pièces d'origine, figurait le temps aussi, avec des câblages, parce que là, il fallait reproduire la problématique quand on recevait le fameux cluster avec une défectuosité. Il fallait reproduire le problème que le client se plaignait. Puis quand c'était fait, on changeait les pièces. Puis un coup que les pièces étaient changées, on remettait ça en inventaire. Fait qu'on a parti ça avec 1500, 2000 pieds carrés d'entrepôt. On a fini à 25 000 pieds carrés. On avait au-dessus de 35 ou 40 000 tableaux de bord en inventaire. Puis ce qui était difficile ou ce qui était difficile à faire, c'est au niveau de l'informatique de programmer ça. Parce que tu peux pas mettre tous les cavaliers en même temps, toutes les corvettes, et puis tu peux pas faire ça. Fait que là, on demandait à l'informatique, y a-t-il une place dans l'entrepôt où est-ce qu'on peut aller remettre le tableau de bord? Là, il disait cause C16, exemple. C16. Fait que, le même tableau de bord pouvait servir 12, 15, 20, 30 fois, parce qu'il était toujours remis à neuf tout le temps. Fait que ça a été la portion avec GM pendant une dizaine d'années qu'on a fait ça. Ça leur tentait pas juste d'installer des meilleurs clusters à la... Mais regarde, aujourd'hui, c'est la même chose. il y a des fois qu'il pourrait faire de meilleures choses, mais regarde. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, tout ça. Fait que, à l'intérieur de Lebeau, ça m'a amené de travailler avec General Motors pendant ces 10 ans-là. Puis après ça, Uniselec m'a approché. Là, ça a été le coup d'envoi. Puis j'ai pu mettre en pratique pas mal de tout ce que j'avais appris dans mon parcours. Puis ça, c'était en 97, je pense, 98. Puis là, Uniselec, à ce moment-là, c'est quoi? Bien, Uniselec, ils vendent des pièces après marché, en fin de compte. Puis ils ont une division mécanique, ils ont une division carrosserie.
Et puis, Uniselect, c'était un regroupement de commerces qui se sont mis ensemble pour s'unifier, pour avoir des prix en gros, des rabais, puis être capable de fonctionner. Fait que le fait que je connaissais les concessionnaires, je connaissais la carrosserie, je connaissais la vitre, le rembourrage, un peu le fonctionnement avec GM, fait que tout ce que j'ai appris sur le tas... Tu avais de l'expérience. Ouais, j'ai pu le mettre en pratique. Mais ça, tu peux pas faire ça tout seul, parce que ça s'appelait Technicentre, le centre de Généraux de Montreuil qu'on réparait. Puis j'avais 105 ou 110 personnes qui travaillaient avec moi. J'ai bien dit, pas pour moi, avec moi. Parce toi, t'étais le boss? Oui. OK. C'était une histoire d'équipe. Tu fais rien tout seul. Tu n'arrives à rien tout seul. Puis là, il fallait regrouper ce beau monde-là. Puis c'est comique parce que dans l'électronique, à chaque matin, je faisais le tour de tout le monde pour leur dire bonjour. Puis souvent, ils ne me répondaient pas. Ils étaient toujours concentrés dans leur truc. Ouais. Ils sont comme dans une boîte, là, tu sais. C'est pas parce qu'ils t'aiment pas, mais c'est parce que... Ils sont concentrés. Salut, puis sont complètement absorbés par régler la problématique dans le travail qu'ils ont à faire. Fait que ça a été le fun. Puis ça nous a amené, avec ces cerveaux de l'époque, ça nous a amené à développer des antidémarreurs. Parce que les antidémarreurs, aujourd'hui, sont intégrés dans les clés, sont intégrés dans l'auto, ça marche tout par code puis signal. Mais à l'époque, c'était mécanique. Fait que là, on a fabriqué, inventé, développé un antidémarreur qu'on a présenté aux assureurs, disant aux assureurs, voici, il y aurait un moyen de réduire le taux de vol automobile si on fait l'installation d'un antidémarreur. Comment est-ce qu'on fait? Fait que là, c'est pas compliqué. Ton incitatif, tu dis à ton assuré, va te faire poser un antidémarreur, donne un rabais sur ta prime d'assurance. Puis à partir de là, ça s'en venait tout chez nous. Puis là, de dire, bon, OK, si le monsieur, il avait un siège à réparer, à l'époque chez Lebeau, tout le temps, s'il y avait, je sais que c'est aléatoire parce que c'est difficile de résumer 55 ans là, dans une demi-heure ou à peu près, ça l'amenait les assurés chez nous. Fait que s'il y avait un bris de pare-brise dans 6 mois, 1 an, 2 ans, mais il avait été chez Lebeau, il avait eu un bon service, on avait installé un antidémarreur, il y avait eu des rabais sur les primes d'assurance. Et puis, ça a fait boule de neige, là. Puis de là, même les manufacturiers, comme Volkswagen à l'époque, se demandaient comment est-ce qu'on faisait, et puis tout ça. Mais avant de tout mettre ça en place, il faut que tu présentes ça aux assureurs, à savoir si c'est OK ou pas. Fait qu'on avait été au CRIC, Centre de recherche industrielle du Québec, pour faire valider tout ça, pour le mettre ça en place. Parce que là, ils mettent la pression, la chaleur, le froid, parce qu'il y a des circuits imprimés là-dedans. Fait que avec les températures au Québec, ça vient affecter le produit. Il fallait faire sûr que le monsieur ou la madame, le lendemain matin, son auto parte. Fait qu'on avait des certifications. Ça a été fait de façon très professionnelle, mais ça a été une expérience assez spéciale. C'est tout un job, là? Oh oui, bien ça, je fais pas ça tout seul. C'est juste d'avoir l'idée, de gérer, d'en faire de la promotion, faire de la vente, puis à travers les contacts. Fait que c'est un peu ça, là. C'est de la relation humaine, en fin de compte. Mais il faut que tu installes un climat de confiance, tu fournis un produit, tu crées un besoin, puis à partir de là, c'est pas boule de neige. C'est un peu ça. Avez-vous été, tu sais, comme tu as parlé de Volkswagen, mais là, toi, là, ces antidémarreurs-là, tu les installais dans les véhicules GM? Oui, c'est-à-dire que Technicentre, l'endroit où on réparait les tableaux de bord, merci de poser des questions, on fournissait les succursales de Lebeau pour les antidémarreurs. Fait qu'on était manufacturier, distributeur pour notre propre entreprise. Oui, c'est ça, oui. Fait que... tranche d'histoire. Puis là, après ça, Volkswagen vous ont approché? Mais là, ils nous ont approché, oui. Vaux, il nous dit, OK, comment vous faites? Puis, parce que, tu sais, dans certains modèles, le vol de véhicules est plus populaire que dans d'autres, tu sais, pour ne pas nommer les Honda ou d'autres aujourd'hui, mais ça existe encore aujourd'hui, d'une autre façon. C'est sûr que nous, c'était embryonnaire, tu sais, le système d'antidémarreur, ça s'est développé avec le temps, mais Vaux ont pris l'idée. On n'a pas rien soumis. Ils ont pris l'idée.
Puis à partir de là, ils ont fait un produit. Puis les autres, ils l'ont mis électronique. OK. Le plus comique, avant de faire tout ça, tu consultes toujours... parce que l'assureur se commet, lui, au tout début, envers son assuré. Il faut que ça soit sûr. Parce que c'est toujours la transparence, puis d'être une extension de service ou de comptoir, comme je dis souvent, pour les assureurs. Fait qu'avant de tout mettre ça en place, on était chercher l'autorisation ou l'absolution de chacune des compagnies pour dire qu'en pensez-vous, qu'est-ce qui peut arriver, c'est quoi les choses qu'on n'a pas pensé qu'on aurait dû penser. Jusqu'à un qui dit, hey, il dit, les manuels, as-tu pensé à ça? Fait que nous, on avait développé le système pour les véhicules automatiques. Mais les manuels, quand tu pesais sa cloche, tu bypassais le système. Fait que si tu avais un manuel, le système qu'on avait conçu, fabriqué et développé, n'était pas fonctionnel sur les manuels. On a retourné sur le banc. Scène 1, prise 2. Oui, c'est ça. Fait que, avant de mettre ça en marché, fait que j'ai toujours dit, il faut comprendre, tu peux avoir l'idée, tu peux avoir les façons de faire, mais va consulter avant de le mettre en application. Ben oui. Va chercher l'autorisation ou l'absolution. Je ne sais pas comment le dire, là, mais... C'est comme un conseil consultatif. Oui, c'est un peu ça. Tu te rends compte. Puis les assureurs, ils vivent tellement de situations... En tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais ils ont toujours le doute dans la tête. C'est normal parce que, tu sais, quand tu es assuré depuis 7, 8, 10 ou 12 ans, tu payes ta prime d'assurance. Puis quand tu as une réclamation, tes attentes ne sont pas là. Les attentes sont très élevées. Ben oui. Fait qu'il ne fallait pas créer une problématique. Il fallait donner un service, un encadrement, une fiabilité, des garanties, puis consulter avant de le mettre en place. Quand tout était en place, bien là, tout le monde s'entend, puis on fait un projet pilote, ça fonctionne. Fait qu'après ça... on l'étend, mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est du développement. Tu te souviens-tu, ça a pris à peu près combien de temps avant que ça soit tout enclenché, mettons? Pour l'antidémarrage, je te dirais, à l'intérieur de ce qu'on faisait déjà avec GM, c'était pas loin des 2 ans. Quand même, hein? Ouais, 2 ans, 2 ans et demi, là, pour que ça soit en place puis qu'on commence à le distribuer. Jusqu'à temps que les manufacturiers, quand ils ont vu que ça fonctionnait, mais là, les concessionnaires, puis là, on rencontrait les concessionnaires, on les faisait sur les autos des concessionnaires, on les faisait sur les autos des assurés. Bien, ça a fait encore une fois boule de neige. Ben oui. Puis là, les manufacturiers ont dit, s'ils sont capables de le faire, ils sont capables de le faire. Fait que là, c'est sûr qu'avec le temps, ça a tassé notre développement, notre projet mécanique, qui est devenu électronique. À travers tout ça, fait que dans ces 10 ans-là, c'est ça qui s'est passé avec GM, là. Tableau de bord, les concessionnaires, les antidémarreurs, les assureurs, les courtiers. C'est d'installer un produit puis d'avoir confiance. Puis à partir de là, le service pour l'appuyer. Là. Pourquoi t'es parti d'être là? Parce que Unicelec m'a appelé. C'est Unicelec qui sont venus me chercher. Fait que, il y a des chercheurs de tête à un moment donné qui sont venus cogner. Mais ce qui a engagé ma décision, c'est que Gérard Lebeau a vendu à une entreprise qui est Bellrun aujourd'hui. Puis, OK. pas le popo compte, mais ils ont des façons de travailler, ils ont des façons de faire, puis c'était plus dans mes cordes ou dans mon talent. Parce que ce que j'avais à faire, ce que j'avais à accomplir avait été fait. Tu sais, t'es toujours le premier qui vient chercher pour développer, patenter, mise à marché. Puis quand que le volume d'affaires est saturé, pour toutes les raisons au monde, on a des karmas de 7 ans. Les développeurs, nous autres, tu sais. Fait qu'on se donne toujours un 6-7 ans. Puis il faut que tu t'attendes qu'un jour, le job est fait. Fait que t'as donné ton temps, ton expérience, t'as été rémunéré, puis il n'y a pas personne qui doit rien à personne, ni l'entreprise, ni moi. C'était un échange, en fin de compte. Mais ça, on était rendu là. Fait que quand les chercheurs de tête se sont présentés, j'étais chanceux, l'opportunité était là, et puis Unicelec m'ont approché, et puis là, j'ai passé une journée avec des je veux le dire, j'ai un blanc de mémoire, mais je suis désolé, là, des psychologues industriels, excusez. Ça existe, ça? Oui, dans mon temps, oui, parce qu'il faut que l'entreprise comprenne, sache qui l'engage, mais moi, je veux savoir qui m'engage aussi, à savoir si on est capable de se marier pour faire le job. Oh my
my God! Fait que j'ai été une journée de temps avec des psychologues industriels. Puis, je suis sorti de là, quand je suis arrivé chez nous, j'étais mouché, j'étais brûlé. J'étais carrément brûlé, là. Il y a des choses dans ta vie, puis... fait que, anyway, le rapport sort une semaine ou deux après. L'entreprise me dit, OK, on est prêt à t'engager, on fait ça. Puis là, je demande, j'ai le droit, je demande, c'est quoi l'analyse qu'ils ont faite de ma personne? Je suis curieux de savoir. Oui. Mais à 85 là, je te dirais, 85-87 là, il était direct dedans. Ah ouais? Oui, fait que c'est des expériences, tu sais, mais c'est... À partir de là, Uniselect me dit, bon, OK, on a une division carrosserie, puis il y a M. Jocelyn Desjans qui était à l'époque, qui était au début de Procolor Auto, parce qu'avant d'être carrosserie Procolor aujourd'hui, ça a été Procolor Auto, ça a été Procolor Prestige. C'est devenu carrossier Procolor par la suite. C'était dans l'évolution. J'étais à la base de tout ça, en 98-99. Fait qu'on me dit, OK, tu connais l'automobile, tu connais les concessionnaires, la carrosserie, les assureurs, tu as des contacts un peu partout. Fait que on te laisse aller et on te lance. Fait que là, on a parti carrossier Procolor parce que le concurrent à l'époque, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui était Fix Auto à l'époque, était déjà en place depuis 7-8 ans. Puis c'était l'image à suivre à ce moment-là. Fait que la façon que ça s'est développé chez Fix Auto, il s'était approché des assureurs avec des systèmes de gestion, de contrôle. Fait que c'est sûr que, comme je disais tantôt, tu crées un service, tu crées un besoin, tu donnes l'encadrement. Fait que la balance des carrossiers qui étaient déjà en place, on commençait à perdre du terrain. De là, il est venu au monde, UAP n'a pas dans le temps, c'est Autopro. Vert, parce que les bleus, c'est du mécanique. Il y avait des carrosseries Autopro vert qui faisaient la carrosserie. Il y avait Procolor à l'époque. Puis il y en avait quelques-uns aussi, là, que c'était... J'ai un blanc de mémoire. Que... Dis-moi, c'est quoi le lien entre Uniselect et Procolor? Ça, c'est leur... Ouais. À la base, c'est Uniselect, puis eux, leur division carrosserie, c'est Procolor, c'est ça? Bon, en 68, il y a des magasins de distribution de pièces d'auto, ce qu'on appelle l'aftermarket, de l'après-marché. Ces gens-là se sont réunis ensemble pour créer Uniselect, un regroupement d'achats. Fait que chacun de ces magasins-là achetait leurs produits à gauche ou à droite. Mais là, ils ont décidé de se regrouper ensemble, de faire une masse pour avoir une meilleure escompte, négociation des besoins de produits qu'il y avait pour le mettre en marché. Mais dans ces magasins-là, il y en a quelques-uns qui faisaient de la distribution de peinture aux carrosseries. Il y avait des magasins spécialisés mécaniques. Il y en avait juste distribution de peinture. Puis il y en avait d'autres en intérieur, c'était les deux. Il y avait les deux divisions, mécanique ou carrosserie. Fait qu'à la lumière de tout ça, mais il fallait travailler avec ces gens-là pour augmenter les ventes d'achat des carrossiers dans les magasins qui faisaient de la distribution de peinture. C'est le même que ça a parti, en fin de compte. Parce que Procolor vient des magasins. Ça s'appelait... C'est incroyable, ça. Ah ouais, le nom Procolor était dans les magasins. Et que quand la franchise est venue au monde, ils ont juste mis Procolor Auto. Mais après quelques années, ce qui s'est passé, on a fait un survey, puis on disait aux gens... Qu'est-ce que ça représente, Procolor? Ça dit quoi pour vous autres? Mais on dit Prismacolor, là, tu sais, livre à colorier, puis ça disait absolument rien. Fait que, puis je te jure, on avait payé, je pense, à l'époque, on payait 100$ par personne pour qu'ils prennent le temps de répondre à un questionnaire, puis ils viennent nous rencontrer. Puis là, on voulait avoir la vraie définition. Parce que les gens, tu sais, tu vas en carrosserie, mais Procolor, ça dit rien. Parce que, fait que là, il y a une compagnie qui est venue, on a tous sorti ça, puis un grand mérite à un monsieur Charbonneau, qui était mon patron aussi. Michel, il était vice-président au Canada. Puis là, on a engagé ce film-là, puis on a regardé ça, puis on a dit, bon, mais là, ça prend un nom, puis faut que tu définisses ce que ça fait. Fait que carrossier, Procolor. Les pros de la couleur, mais carrossier, Procolor. Fait que c'est devenu ça avec le temps, mais j'ai travaillé avec des carrossiers
Et Sainte-Tarte. Ben, depuis 97, 98, là, j'étais avec des carrossiers. J'ai appris tellement avec eux autres. Ouais, hein. Puis, tu sais, la source d'énergie que ça apporte, c'est que ce qui est le fun dans tout ça aujourd'hui, mais à l'époque, tout le monde était contre tout le monde. Ouais. Tu sais, c'était réellement une concurrence de territoire, de terrain, de produits. Puis, bon, Canadien, tout le monde se bitchait, là. Ah oui, c'est québécois aussi, c'est typiquement québécois aussi. Ben, c'était un peu ça. Fait que là, il fallait trouver le truc pour réunir tout ce bonhomme-là. Tous ces bonhommes-là, dis-je, pour travailler dans le même sens ou dans la même façon de faire. Se regrouper. Tu sais, tes trucs à toi dans ton entreprise, tu fais ce que tu veux, tu es propriétaire. Mais ça prend un point ou un but commun pour arriver à mettre en place certaines choses. Fait que là, on était, 35 ou 40 carrossiers. Puis il y en avait quelques-uns là-dedans qui n'avaient pas nécessairement les pattes blanches, pour toutes les raisons, sans les nommer. Puis là, il a fallu faire un ménage, de réduire pour garder les meilleurs. Fait qu'on s'est ramassé avec 20, 25 carrosseries. Parce que moi, ma réputation me précédait. Puis là, on disait, « Ouais, Guy, tu connais tout le monde, on va avoir de l'ouvrage, puis tout ça. » Mais il dit, « Demain matin, t'as combien de gars dans ton atelier? » Ben, je nettoie. OK. L'administration, la gestion, des informatiques, des systèmes, ben, c'est pas bien. Tu produis combien d'autos dans une semaine? 5, 6? Moi, demain matin, là, si je t'en rentre 14, 20 par semaine ou 50 par semaine, je viens de te noyer. Tu n'as pas l'équipement, tu n'as pas le personnel, tu n'as pas la structure. Moi, j'ai juste une chance de faire bonne impression quand je rencontre les compagnies d'assurance. Il faut que ça soit, là, comme je disais tantôt, une extension de comptoir. Il faut que ça soit parfait. Ils ont beaucoup de pression, ils ont beaucoup d'attentes, les assurés. Fait que les assureurs vivent avec ça. Fait qu'il faut qu'ils trouvent les meilleurs fournisseurs possibles dans l'industrie pour être capables de livrer la marchandise. Parce que les assureurs vivent de rétention, eux autres. T'sais? Tellement ce que tu dis, là. Oui, mais c'est ça. Fait que, tu t'assures, 7 ans après d'une réclamation, puis si tu vis une mauvaise expérience, tu vas t'assurer ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'ils sont tellement exigeants. Je ne défends pas personne. C'est rien qu'une situation. Fait que moi, les assureurs me disaient, Guy, on est prêts. Moi, je disais, on n'est pas prêts. Le réseau n'est pas capable de porter ce que vous demandez dans vos attentes. Ça n'arrivera pas. Mais là, tu parles de qualité de service et de qualité de réparation. En tout. Oui, c'est ça. De A à Z, tout à fait. Fait que là, on a été en recrutement. Fait que on a été chercher les meilleurs carrossiers. Ça a pris une autre 2-3 ans pour mettre en place un réseau, pour commencer à dire aux assureurs, OK, on est prêt à le prendre, mais pas 100% de ton volume. D'ailleurs, on ne l'aura jamais. Là. Un assureur ne peut pas mettre toutes tes œufs dans le même panier, ça n'arrivera pas. Puis c'est correct aussi, quand tu as des concurrents, ça te permet d'être meilleur avec ta concurrence. Fait que là, on a mis ça en place, puis on a pris 25% du volume, 50% graduellement. Fait qu'on a été capable de s'ajuster en personnel, en équipement, en formation, puis tout ça. En qualité d'entrepreneur aussi. Oui, tout à fait. Faut que tu aies un bon boss là, à travers tout ça. Puis là, je te dis ça de façon aléatoire parce que c'est une grosse image de 50-50, mettre ça dans 35-40 minutes. Mais là, il fallait ajuster les industries. Fait que, autant mon frère, à l'époque, s'occupait des assureurs, des courtiers, qui était un peu mon mentor là-dedans, chez le beau vide d'auto quand on y retourne. Mais j'ai marié une madame qui travaillait chez un assureur. Ben non. Oui. Puis la madame, mon épouse, grand mérite, elle a fait mon éducation en plus. Elle est venue raffiner mes connaissances, mes compétences dans les façons de faire ou de compréhension. Mon épouse a été expert enseigniste pendant plusieurs années. Elle a été aviseur technique, comme un directeur. Elle a fait des formations pour l'assureur pendant quelques années, 4 ou 5 ans. Elle a formé à peu près tout ce qui était expert enseigniste à Montréal puis à Québec, dans la province de Québec. Sylvie, le nom de mon épouse, qui a grande compétence, était capable de... Tu sais, l'assurance, la brique de réclamation, des façons de faire, là, ça date de 1897 ou 1899. Puis quand les experts enseignistes, ça prend un permis pour être capable d'opérer ou pour être capable de gérer des réclamations. Mais il ne faut pas que ça soit une interprétation de ta façon de voir les choses. Quand ils passent ces examens, ces gens-là sont obligés d'y aller avec les points et les virgules, obligatoire.
pour pas que ça soit une perception. Fait que quand ils ont des examens, si t'es pas au livre, ça marche pas. Ils sont super analytiques, là. C'est épouvantable. Fait que ça, ce loi-là change pas. Fait que moi, dans mon cas, je vivais des expériences avec les carrossiers, puis je disais à Sylvie, je dis, gars, Sylvie, puis on mettait pas de nom. On était capable de faire la différence entre l'assureur et Procolor. Il ne fallait pas mélanger les deux. Ben non. Fait que là, je disais, situation A, avec un assureur qui est B, exemple, puis la problématique est ça. Fait que moi, je vois A, B, C. Là, elle me disait, OK, A, pourquoi, B, pourquoi, puis C, pourquoi. Puis elle me donnait l'ajustement. Wow. Ça me permettait d'avoir la compréhension d'un assureur dans la façon de régler des dossiers. Comment tu fais après ça pour passer l'information aux carrossiers? Parce que, un coup, tu as regroupé les carrossiers ensemble, qui veulent travailler dans le même sens. Il faut que ça passe l'autre bord aussi. Il faut que les assureurs aient la même compréhension pour ajuster les deux. Fait que je rencontrais des assureurs, je rencontrais des experts en sinistre par groupe de 25, 40 ou 50. Puis là, je disais, OK, les exigences de votre entreprise, c'est A, B, C, D et E. Qu'est-ce que ça implique dans la vie d'un carrossier pour être capable d'arriver à vos attentes? Puis là, je leur donnais l'information. Je faisais de la formation chez chacun des assureurs, avec chacun des experts en sinistre, pour amener la vie, la compréhension, les difficultés qu'un carrossier vivait. Puis après ça, je prenais toute l'information que j'avais chez l'assureur, puis quand j'avais l'opportunité de faire des rencontres, des congrès, on amenait ça chez les carrossiers, de dire comment est-ce qu'un assureur vit une réclamation, c'est quoi? Il y en a des pressions, des exigences. Ils sont mesurés, eux autres aussi, avec. Fait que c'est de faire un équilibre entre les deux. C'est de montrer l'envers de la médaille à l'autre, tu sais. Puis je vais te conter un truc, au tout début, là, boy, des années. 92, peut-être, dans ces coins-là, on a engagé une troupe de théâtre. On avait un congrès. On a engagé une troupe de théâtre, puis on a monté des situations avec un assureur, puis une situation avec les carrossiers. On a travaillé là-dessus pendant quelques mois. Puis au congrès, on a fait une pièce de théâtre. Fait que là, pour imager ce qu'un, l'autre vit par rapport à l'autre. On a mis ça sur le stage, puis là, le groupe de théâtre disait, j'étais un assureur, j'ai vu telle affaire, j'ai une réclamation. Le carrossier arrive là, ouais, ça marche pas, les difficultés, puis tu sais, c'est... Fait que ça a été à la base d'amener une compréhension ou un équilibre à travers les deux industries. Ça prend le trait d'union ou la collection entre les deux. Mais oui. Si un travaille toujours un contre l'autre, t'arrives à rien. Faut que tu travailles. Tu travailles pas contre. Tu travailles avec les gens, avec leur entreprise, leur façon de faire, leurs règles. Pas toujours content, là. Tu sais, t'as envie des frustrations, mais ça... puis ça t'empêche pas de continuer. On a toujours le côté pitbull qu'on dit pour être capable d'aller chercher le meilleur, tu sais. Ouais. Mais il y a des périodes, l'opportunité se présente pas. Fait que moi, la difficulté que j'avais, c'est de lâcher prise. J'étais comme un pitbull. Mais j'ai appris avec le temps de lâcher prise, de mettre le projet de côté. Ça t'empêche pas de revenir avec, dans un moment opportun, situation où est-ce que tu peux le réinsérer. Puis des fois, ça fonctionne. Des fois, tu es trop vite dans tes affaires, dans tes développements. Et ça a été le lien. Fait que, grand mérite à mon épouse, 35 ans de service chez un assureur, ça a été ma source d'inspiration. Ça m'a amené à faire un tas de trucs, t'as aucune idée. Mais elle n'a pas eu l'occasion d'avoir eu les reconnaissances puis tout ça. Tu sais, 35 ans est arrivé. Je te remercie beaucoup, tu as fait un bon travail, on t'a payé comme je disais tantôt, puis tout est beau. Mais elle devrait être honorée à un moment donné, mais pas juste elle, les experts en sinistre, en fin de compte. Mm-hmm. Puis c'est ça, fait que l'évolution se fait, puis là, on vient dans des unités de mesure, on fait de la gestion, on fait de la micro-gestion. Puis là, mais essayer de rentabiliser tout ça, fait que c'est le lien au niveau de la carrosserie des assureurs, fait que
J'en passe des grands bouts parce que je n'aurais peut-être pas 2-3 heures à te compter, mais je sais qu'on n'a pas tout ce temps-là. Là, mais puis, en fin de compte, je pense pas que les gens qui vont visualiser le podcast vont avoir assez de patience pour tout digérer l'information. Ils mettront sur pause puis ils le recommenceront. C'est ça, c'est le truc. Mais c'est ce que tu dis, c'est super intéressant. Là. Je veux dire, je pense pas être la seule qui connaît pas cette partie d'histoire-là. T'sais, là, tu fais partie. Tu nous partages ton parcours à toi, mais tu nous donnes l'information de l'histoire de l'industrie. Là, c'est super important. Oui, tout à fait. Quand que tu arrives chez Uniselect, que là, vous établissez, mettons, un Dream Team là, de carrossiers, vous prenez le volume, certains pourcentages, ça se passe comment, ça? Bien, c'est comme une livre de beurre. Tu sais, quand tu achètes une livre à l'épicerie, je ne sais même pas comment ça coûte aujourd'hui. Là, à peu près 10 $. Ça a bien changé. Mais je sais pas. Mais si tu n'arrêtes une caisse, ça va peut-être te coûter 8 $ au lieu de 10. Oui. Fait que la problématique qu'on vivait dans l'industrie de la carrosserie, qui est bien différente d'aujourd'hui, là, c'est le volume. On a des pics, on avait des pics. Fait que il y a des saisons quand on avait beaucoup. Ouais. En tout cas, pas assez de personnel pour le faire, t'en as trop. Puis quand t'en avais pas, t'avais trop de personnel parce que t'en avais pas. Puis t'étais pas capable de créer un mouvement, une vague, une wave qui était... Une stabilité. Ouais, pour être capable de donner une sécurité ou une garantie. Tu sais, essaye de comprendre qu'un carrossier, là, je sais pas, moi, il y a 2 semaines d'avance. Lui, là, il est déjà rendu dans 2 semaines de sa tête. Comment je vais faire pour énumérer mes employés? Comment je vais faire pour les former? Comment je vais faire si j'ai pas de travail pour investir dans mon équipement, dans ma façon de faire, dans ma façon d'être? Ça crée un stress énorme. Fait que les carrossiers recherchaient les franchises pour être capables d'avoir des relations ou des contacts avec les assureurs pour créer cet équilibre-là, en fin de compte, là, en répartie. Ça, c'était majeur, ça, pour le début. Après ça, mais il y a des façons de faire. Là. Les rencontres, comme je te disais tantôt, qu'est-ce qu'un assureur vit? Qu'est-ce qu'un assureur attend d'un carrossier, de son fournisseur? Tu sais, un assureur, les autres, là, les réclamations, c'est pas juste l'automobile. Parce qu'on n'y pense pas, nous autres. Mais les inondations, les feux. Puis là, tu es dans le Jeep Rock, dans un plancher, dans un système de son, dans un meuble, tout y passe. Les réclamations, c'est des milliards. Mais les autres, là, quand ça rentre, il y a 2 départements, réclamation des biens et puis l'automobile. C'est sûr que moi et nous, c'était dans la division de l'automobile. C'est pas que j'ai pas d'intérêt, mais je comprenais les difficultés des assureurs de gérer les deux en même temps. Il y avait tendance à l'époque de mélanger les deux. Si ça marche dans mon marché-là, pas vrai. C'est 2 choses complètement différentes. C'est des fournisseurs différents, c'est des besoins différents, puis ça ne gère pas de la même affaire. Parce que l'automobile, c'est des pièces. Mais dans le cas des biens, c'est des pièces aussi. Mais ça marche par des contracteurs, ça marche par... C'est une autre vie. Mais il faut que tu comprennes les pressions que ces gens-là ont, la façon qu'ils voient les choses ou qu'ils gèrent les choses, pour trancher, pour aller chercher ce que tu as besoin d'avoir comme information, puis de la communiquer, puis de créer cette jonction-là, ce joint-là. C'est un peu ça. À ce moment-là, est-ce que les carrossiers, ça se déroule bien, l'entente, ça continue de bien aller, puis ça se développe? Toi, tu continues toujours d'être au développement? Tout le temps, parce que tu as toujours des mises à jour à faire. Puis je toujours dit à tout le monde, ça prend une bonne raison pour rencontrer les gens. Que ce soit un carrossier, un concessionnaire ou un assureur, tu vas pas là, ben, la relation est bien différente. Tu sais, moi, j'ai le côté humain bien développé par la formation que j'ai eue au début, parce que j'ai eu le soutien d'encadrement, de mentors, de gens qui m'ont donné une ligne de conduite, une façon de faire en relation humaine. Mais tu sais, à l'époque, je te serrais la main, on va-tu dîner, on s'amuse, puis la relation devient amicale. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est plutôt des statistiques. C'est plutôt, OK, tu as tant de millions de volumes, tu génères tant, si tu ferais telle chose, on pourrait sauver 150, 200, 300 000. C'est de la micro-gestion. Mais ça devient plus froid. Tout ce qui était à gauche à l'époque, tout ce qui était permis à l'époque, mais il est redevenu à droite. Puis c'est correct aussi, parce que c'était la fête dans le temps. Tu organisais une épluchette de blé d'Inde, puis
tu gagnais une TV. Puis, t'allais aux pommes, c'était la relation amicale qu'on avait. Moi, je me souviens, là, avant que les franchises existent, les carrossiers, il y a certains carrossiers, les vieux de la vieille, qu'on appelle les fondateurs, en tout cas, à la base de tout ça, faisaient leur propre sollicitation chez les assureurs. Il y a des carrossiers qui allaient apporter des petits pots de sirop, tous les experts enseignistes dans chacune des compagnies d'assurance. Fait que lui, il arrivait avec son auto, son camion, derrière la terre, parce que c'était pesant un peu. Puis là, merci de m'encourager, merci de m'envoyer du travail, sirop, petit pot de sirop avec tes enfants. Puis c'était des relations très personnalisées, très amicales à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est une autre époque, c'est une autre ère, c'est une autre façon de faire. Ils ne sont pas moins fins, ils ne sont pas moins bons. C'est juste que c'est que les ajustements se sont faits avec les années. Les carrossiers avec les assureurs. Tu sais, le langage, il sait parler. À cette heure, c'est des unités et des systèmes de mesure. Oui. Fait que c'est un peu ça. Est-ce que ça l'aurait... Tu sais, je suis entièrement d'accord avec toi sur les relations humaines doivent toujours prioriser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma question est, est-ce que ça a un peu dégénéré jusqu'à se rendre à des pots de vin? Oui, bien, le thème pot de vin... c'est un peu ça, non? Oh non, Ben, dans le temps, oui, peut-être, mais tout le monde le faisait. Fait que tu peux pas blâmer un assureur, tu peux pas blâmer un fournisseur, un carrossier. C'était les façons de faire. À l'époque, c'était ça. Fait que tu peux pas dire un a créé telle affaire. Tout était pareil. Mais à un moment donné, il a fallu mettre le pied à terre de dire c'est assez. Fait que là, tu fais affaire avec moi, pas parce que je te donne des sous en dessous ou whatever. Tu vas faire affaire avec moi pour ma compétence, mon service, mon encadrement. Exactement. Oui, on est une business. Oui, il faut faire des frais, de façon raisonnable de part et d'autre, carrossiers, assureurs ou même nous autres. Là. Mais il faut vivre quelque part. C'est l'intérêt. Mais faut que tu fasses affaire avec moi parce que je suis bon, je suis fin, je suis le plus beau, puis c'est ça. Faut que tu fasses. C'est plus... faut que tu vendes ta salade, il faut que tu vendes tout tes... Ben, c'est à peu près ça, là, tu sais. Fait que... mais c'est toujours le concept, puis tout ça. Fait que la petite tranche de Lebeau, le parcours de GM, les contacts, si on résume tout ça, mais c'est une sacrée période, là. C'est vite, dans 20 minutes ou une demi-heure pour te dire ça. Mais on a fait de Procolor à l'époque. Puis les carrossiers, là, sont tellement fins. Puis tu sais, moi, aujourd'hui, je vois un carrossier, puis je le dis à tout le monde, puis je le répète. Je ne vois pas un carrossier parce qu'il y a un carrossier. Moi, à l'âge que je suis rendu, quand je vois un carrossier, je vois son père. Je vois son grand-père, je vois son père, je vois lui. Les bonheurs, les malheurs. J'ai grandi avec ces gens-là. Mm-hmm. Puis ces gens-là, de dire, bon, mais hey, Guy, ça marche pas, tara. Merci, les gars. Ça me donnait des outils pour le soumettre à la partie avec qui on faisait affaire, entre autres l'assureur, de dire, ça fonctionne pas là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'entendre? Tu sais, comment est-ce qu'on peut le régler? Autant les assureurs nous disaient, regarde, Guy, ça marche pas toute la quête. Fait que moi, j'ai grandi avec les carrossiers, j'ai grandi avec les assureurs. Tu sais, des fois, des gens disaient « Ah, t'es trop assureur, oh, t'es trop carrossier. » Pas vrai. J'essayais de trouver un équilibre, une façon de faire pour trouver cet équilibre, que tout le monde s'entende pour qu'on fonctionne. C'est pas parfait. Il y a encore bien des problèmes à régler, mais bon, on n'est pas là pour en parler. Mais reste que c'est là pareil, là, tu sais. Oui. Est-ce que t'es parti de Procolor pour t'en aller chez Unipièce? Bon, en 2014, je prends ma retraite, 62 ans, 3 ans arrêté, puis un monsieur Claude Zalac qui vient cogner à la porte, puis il dit « Ça te tente-tu de travailler 3 jours par semaine? Puis de t'amuser un peu à travers tout ça? » J'ai dit toujours à tout le monde, je suis comme un labrador qui courait après une balle. Il fallait que je sorte de chez nous, j'étais plus capable. C'était un peu ça, tu sais. Quand tu vas tu vis dans tes valises, à l'hôtel, dans un voyage, t'es pas... Puis merci à ma famille de m'avoir donné le temps à consacrer à ma carrière à l'industrie. Ils ont grand mérite. Mais quand tu arrives chez vous, puis tu déplaces la salière, puis elle n'est pas à bonne place...
tu dis, bon, j'aurais dû être plus souvent à la maison. J'aurais dû être plus souvent à la maison. Mais reste que je n'étais pas prête. Puis je ne sais pas faire d'autre chose que de rencontrer les gens, d'aimer les gens, d'avoir des défis. Je sais pas, c'est une source pour moi d'énergie ou d'information, de formation pour arriver. Puis c'est ça. Puis il y a un monsieur, Claude Zalac, pour ne pas le nommer. Je dis toujours, t'es un chocolat. Claude, c'est un bonhomme qui est très, très humain, très, très reconnaissant. C'est un visionnaire. Il n'a pas peur de foncer. Quelle belle occasion pour un gars comme moi qui a besoin de challenge dans le développement, d'avoir quelqu'un qui ne te souffle pas dans le cou, puis qui te pousse, puis qui te projette. Puis que c'est tout un bonhomme. Puis c'est toujours, il me ferait un chèque, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais Claude était déjà en place depuis plusieurs années. Ça fait 28 ans aujourd'hui qu'Unipièce fonctionne. Fait que c'est ça. En 2017, il vient cogner, ça te tente dessus 3 jours par semaine. Puis j'ai dit oui, on va faire ça. Pas capable de faire 3 jours, t'en fais 5, 6, des fois 7. Puis ça me tente pas de remettre la salière à part où ce qu'elle va. Fait que les défis sont là. Puis je travaille avec une équipe, tu sais, des gens motivés, des gens qui sont je dis, ils ont un rage dans le cœur. Je parle souvent de façon colorée parce que c'est de mon époque. Le désir, pas la rage, mais le désir de s'accomplir, le sentiment d'appartenance qu'on a créé, c'est tellement le fun de travailler avec des gens là, qui n'en ont jamais assez. Ils n'ont comme pas de limite personne. Fait que ça, pour un gars comme moi, je trouve ça le fun. Là. Puis Claude m'a donné l'opportunité de remettre ça. Puis j'ai dit 3 ans, je suis rendu à 8 ans. Puis je commence dans mon 9e. Là, il faut que je commence à... Là, on travaille toujours pour la relève parce que tout le monde vieillit, tu sais. Sans faire de publicité, mais on a des gens très compétents chez Unipièce. Ouais. Puis c'est tous des directeurs de pièces. Aujourd'hui, on ne s'est pas limité à un punch publicitaire. On ne s'est pas limité à prendre une pièce à gauche et la livrer à droite. On est une entreprise de service, d'encadrement, des facilitateurs pour autant des assureurs, autant des carrossiers. On est un outil de compréhension. Les gens ont fait ce que l'industrie, au niveau des concessionnaires, ne sont pas en mesure de faire pour tous les problèmes qu'on a, manque de personnel, compétences trop jeunes, l'intérêt. Tu sais, on vit toutes la même chose. Que ce soit en assurance, un concessionnaire ou chez nous. Aujourd'hui, on vit toutes de ça. Mais nous, c'est la passion qui nous amène. On est tous des vieux. La moyenne d'âge est élevée chez nous. Fait de trouver la relève avec ce degré d'énergie-là, de compétence, de compréhension, puis de faire les choses... Unipièce, je pense que c'est unique. Fait que ça, c'était un petit défi. À chaque fois que j'ai changé d'entreprise, je me mettais des targets. Je venais à bout de les réaliser, mais jamais tout seul. C'est toujours en équipe. Ben oui. C'est toujours là. Ça va toujours être ça. La relation humaine, les façons de faire, l'appliquer. Puis tu sais, tu peux pas le faire aujourd'hui, c'est pas grave. On peut le faire un petit peu plus loin demain matin pour y arriver. Mais je sais qu'on est commanditaire dans ton podcast, puis il faut faire la différence. Commanditaire, c'est une chose, mais Guy Escarbeau, avec son expérience, c'est une autre affaire. Je ne suis pas ici nécessairement pour vendre Unipièce, parce que tout le monde connaît quand même Unipièce. Mais oui. Mais c'est juste le fun. Fait que là, j'ai arrêté 3 ans, 2014-2017. Puis là, j'avais un autre défi. J'avais d'autres choses, tu sais, pour me réaliser. Mais je ne veux pas retourner chez nous. C'est toute façon de faire, mais c'est pas vrai. Là. Je suis marié depuis longtemps, j'ai des petits-enfants. Tout est parfait, tout est correct. Là. Je suis marié aussi longtemps depuis ma carrière, fait que c'est une 50aine d'années. Mais tu sais, derrière tout grand homme, il y a une grande femme qui dit tout le temps. Crime que ma femme m'a aidé là-dedans pour arriver à comprendre certaines choses, pour les mettre en application, pour les réaliser. Fait que c'est un petit peu ça. Moi, la première... J'entends souvent les gens comme toi qui ont été qui sont passionnés par leur métier avoir voulu baisser les bras de m'emmener, puis dire « Hey, fuck off, là, moi, je suis écœurée, j'en ai ma claque, puis je tourne la page, puis je m'en vais ailleurs, je suis plus capable. » Ça t'est-tu déjà arrivé? En 76,
la Gendarmerie royale du Canada. Quand j'ai fait l'application, je te disais tantôt. OK, ouais. Ça a été la seule fois. Fait là, je me suis résigné, j'en ai pris mon parti, puis je disais, je vais tout mettre mon énergie à essayer de me réaliser. Mais pas tout seul. Jamais tout seul. Fait que, il faut toujours t'écoutes, tu regardes, tu prends des conseils. T'as jamais regretté, tu sais, t'as jamais voulu après ça changer de branche. T'étais à ta place tout le temps, tu te sentais bien. Je te dirais que, je te dis pas qu'à la fin de journée, j'étais pas épuisé, j'étais pas fatigué, puis je dis demain matin, puis je suis certain que tout le monde le vit, là, Ouais. autant assureur, autant que carrossier. Je parle de l'industrie dans laquelle on vit ou dans laquelle on tourne. Tout le monde, à un moment donné, vient qu'à une espèce de point de saturation, puis qui est plus capable d'en prendre. Mais l'important, c'est que le lendemain matin, quand tu te lèves, t'as-tu le goût? Oui, c'est ça. Fait que le soir, tu te couches, t'es brûlé, puis tu veux changer de travail pour toutes les raisons que tu peux avoir. Mais le lendemain, tu te dis, bon, je fais quoi? Dans quoi je suis bon? Qu'est-ce que je peux faire? Mm-hmm. Tu sais, tu demandes à un docteur, en cardiologie, il fait des cœurs. Ben, il n'est pas bon dans le reste. Mm-hmm. Fait que lui, il s'est limité, il s'est spécialisé dans les opérations dans le cœur. C'est une spécialité. Chacun ses forces. Oui. Fait que faut que tu fasses une spécialité de tes connaissances, de tes engagements, puis c'est une perception. Il va y avoir des avis contraires. Mais c'est tout ça qu'il faut que tu mettes en place de dire, j'ai-tu le goût un matin d'aller travailler? Puis là, tu dis, bon, j'ai un agenda, j'ai des défis, je commence par lequel? Le moins dur ou le plus dur? Tu serais porté à dire par le moins dur parce que la veille, t'étais pas heureux. Ouais, c'est ça. Non, tu commences par le plus dur. Puis après ça, mais la journée se finit, puis t'as réalisé, t'as relié des dossiers, puis... mais communication, l'humain là-dedans, c'est important. Est-ce qu'il y a, tu sais, t'as des expériences assez importantes à toutes les places que tu as passées? Oui. Est-ce que quelque chose que, tu dis ça, là, je referais ça demain matin? J'ai vraiment aimé ça. J'étais à mon pic de bonheur ou de joie. Ah, boy. Je te dirais partout, mais plus chez Uniselect depuis 8 ans. Unipièce? Oui. Ben, j'étudie T'as Uniselect. dit Uniselect. Excuse-moi, parce que c'est proche, Unipièce puis Oui, Uniselect. c'est ça. Excuse-moi, je recommence. Unipièce. Il y aura le temps. Demain matin, je sais pas. Le défi... je travaille dans un environnement qui est pas facile parce que on marche toujours sur des œufs dans ce qu'on fait. Il faut donner satisfaction à un assureur, il faut le donner à un carrossier, il faut le donner à un concessionnaire, trouver l'équilibre correct ou juste pour que tout le monde soit heureux. Fait que si tout le monde est heureux, c'est ma compréhension, façon des choses, là, mais si tout le monde est heureux, je vais me permettre d'être heureux. J'essaie toujours de trouver la solution ou la façon de trouver cette espèce d'équilibre. Comme quand tu étais avec les assureurs et les carrossiers, puis tu essayais de trouver un équilibre encore. Exactement, la même chose. En réalité, je n'ai pas grand mérite, c'est du copier-coller. Au début, j'ai été chercher mon expérience de base dans les concessionnaires un petit peu en mécanique comme jockey, puis c'est towing, puis tout ça. Après ça, le beau, ça a été une école, une université, c'est effrayant. C'est toute une expérience de vie. Là-bas. Je suis jalouse. Puis, J'aime ça, ces affaires-là. Ah oui, oui. Ouais. Puis c'est épouvantable. Puis, tu sais, Gérard Lebeau, il y a toute une histoire. Là, si tu tapes Gérard Lebeau, de Lebeau Vitre d'Auto, faut que tu le mentionnes. Ça va tout te donner son histoire. Je te raconte une anecdote. Justement, pour la relation humaine, M. Lebeau fait 25 ans qu'il est à business. Puis M. Lebeau, M. Lebeau est à l'aise, mais il y a des amis. Mais il y a du personnel. Fait que, on fête les 25 ans, pas vrai, les 50 ans, parce que 25 ans, les 50 ans d'existence de l'entreprise. Puis il fait une espèce de gros party, une espèce de gala. Grosse orchestre, puis pour remercier les employés. Fait que, on est 400 personnes. Fait, il y a 200 de ses amis. Ben, c'est 100 avec les couples, là, qui sont 200. Puis c'est des gens qui sont très à l'aise. Par contre, dans son personnel, les gens qui l'ont aidé à grandir, à réussir, à développer, il a fait une sélection de ses employés, dont ma petite personne.
Il a acheté une robe longue à toutes les dames. On a loué des tuxedos pour que tout le monde, dans cette espèce de gala ou de party-là, soit habillé pareil, de la même façon, puis pour pas personne juge personne. Pas de discrimination, tout le monde est égal. Bingo. Fait que ça, c'était Gérard Lebeau, ça, dans ses façons de faire, mais c'était le même dans l'entreprise. Fait que c'est pour ça qu'il a explosé. Il est parti. Moi, quand je suis arrivé, il y avait 6 succursales. Puis quand ça a fini avec les franchises puis les corporatifs, il y en avait 150, 160 ou à peu près. Ça a fait boule de neige, là. Mais ça, c'était mon université. Puis, il n'y avait pas d'école. Tu es sur le terrain, il faut que tu le vives. Faut que... Puis, c'est essai-erreur. Parce que ça a l'air beau, là. Mais il y a des fois qu'il faut que tu recules. Puis, oui. Ton ego en mange un coup. Mais ça dépend de l'ego que tu as. Moi, j'en ai un très élevé. mais pour arriver à des objectifs à donner, je le maintiens, là, tu fais rien tout seul. C'est l'humain, l'être humain, trouver les façons de faire, les relations, les ententes, communication, l'équilibre, c'est tout ça. Es-tu content d'avoir coulé ton examen de dactylo? Dans le temps, non. Aujourd'hui, oui. Oui, c'est ça. J'aurais pas pu me réaliser comme j'ai été capable de me réaliser aujourd'hui. Mm-hmm. Ben, c'est plutôt politique. La police, c'est une autre affaire. Là. C'est plus... Non, j'aurais pas pu me réaliser pour avoir autant de plaisir puis de grandir, parce que j'ai grandi avec l'industrie. Les carrossiers m'ont permis de grandir. Les assureurs, c'est surtout ma femme, là, mon épouse, qui m'a permis de grandir là, dans une compréhension d'assureur. Mais j'aimerais ça, il fait un party, puis c'était beaucoup. Puis mon frère, à l'époque, il a comme tracé le chemin, la trail qu'on appelle. Fait que dans les premières années, fait que mon frère m'a donné l'image parce que lui, il était déjà en assurance puis en relation, développement assurance courtier. Fait que lui, il a fait la trail. Moi, j'ai suivi. Fait que mon frère a dit, mais mon épouse, si je me suis réalisé aujourd'hui, c'est grâce à elle, d'une certaine façon. Puis j'aurais pas pu mettre en place tout ce qui s'est mis en place avec l'équipe ou les gens avec qui je travaillais. Est-ce que ton frère est resté dans ça aussi? Non, il était à sa retraite, là, ça fait quand même quelques années. Mais il est resté dans le domaine de la vitre. Mon frère a eu son entreprise pendant une quinzaine d'années, qui était à concurrence celle de Lebeau, parce que l'expérience était là. Mm-hmm. Puis après ça, il était travaillé, je pense, pour Vitroclis, mais pour le bureau chef. Fait que vous étiez quand même dans l'univers de la carrosserie. Ah, tout le temps. C'est impliqué dans la carrosserie carrément à temps plein. C'est en 98, 97, quand j'ai commencé avec Uniselec Procolor. Mm-hmm. Ça a été peu et dur de la carrosserie. Avant ça, j'ai chapeauté dans d'autres choses, j'ai navigué dans d'autres choses pour aller chercher cette espèce de connexion d'expérience ou de compréhension pour être capable de mettre en place le projet comme tel. J'ai été 17 ans chez Uniselec. Quand même. Oui. Aujourd'hui, si tu calcules tout ce parcours-là, c'est 55 ans d'automobile. Puis quand les gens me disent « Ah, quel âge que tu as? » Ben, je dis 72, 73 cette année. Hein? Je prends pas de botox, là, mais d'accord. Tu vas t'arrêter à un moment donné? C'est la question qu'on me pose souvent, puis j'essaie de mettre en application. Faut que je m'impose ce que je mets en application. Tu sais, je travaille beaucoup sur la relève, mais j'ai de la misère à trouver la compétence, la compréhension des façons de faire. J'adore les jeunes parce que si je les aimerais pas, je ne serais pas dans la condition peut-être mentale ou physique que je suis. Mm-hmm. Parce que j'apprends beaucoup des jeunes. Tu sais, il a fallu que je suis. Moi, j'étais à l'âge du papier et du crayon. Oui, à dactylo. Tu vas peut-être rire, mais moi, à mon époque, quand tu arrivais le lundi matin au bureau, tu avais un paquet de petits papiers roses. Puis là, il y a monsieur Intel ou madame Intel qui a appelé mercredi passé. Fait que là, il fallait que tu retournes ton téléphone. Tu laisses un message. Oui. Mais là, ça durait 3-4 jours avant d'avoir le retour, là, tu sais. Puis quand tu faisais de la route, fallait que tu trouves une boîte... Hey, Claude de Pierre. Fallait que tu trouves une boîte téléphonique pour être capable de retourner tes appels. Puis aujourd'hui, là, c'est vitesse grand V, là. C'est épouvantable. Fait, tu peux pas... t'es pas mal plus efficace que j'ai déjà été dans le temps, mais il faut que tu t'ajustes à ça. Puis l'informatique, j'avais peur de ça. Fait qu'au début, je faisais les deux. J'avais mon agenda toujours papier.
Puis là, je commençais à travailler sur mon informatique. Mais là, je gérais les deux parce que je faisais pas confiance en l'informatique. Ouais, c'est ça. D'un coup, si ça plante, qu'est-ce que je fais? Je marque tout ce que j'ai à faire ou ce que je dois faire. Fait que ça me prenait un backup. Ben, j'avais un backup papier, j'avais pas un backup informatique. Mais avec le temps, tu t'ajustes, puis tu grandis avec tu grandis avec tout ça. Ben, c'est ça, tu sais. Tu étais émotif avant de commencer le podcast parce qu'on est dans une période de reconnaissance de tout ce que tu as fait à travers l'industrie. Si tu savais. Il y a un article qui est sorti. Oui, tout à fait. Charles Aubry l'a partagé sur LinkedIn, puis ça te rend encore émotif. Est-ce que tu es capable d'être fier de tout ce que tu as fait? Est-ce que tu reconnais le travail puis l'avancement que tu as mis dans l'industrie? Je le voyais pas. OK. Parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, c'était hier. Fait que je travaille toujours pour aujourd'hui, je travaille toujours pour demain. Mais ça me ramène à mon histoire. C'est ça qui est dur. Oui, hein? Ouais. Si t'avais... Est-ce que tu as autre chose à rajouter à ce podcast-là avant que je pose ma dernière question? Non, je pense pas. C'est sûr qu'on n'a pas toute l'après-midi ou toute la journée pour en discuter. Pour moi, j'ai couvert les grandes lignes. Dans la compréhension de la façon que je m'exprime, je ne sais pas si les gens vont être capables de faire le joint ou leur compréhension à travers tout ça. Parce que c'est toujours aléatoire, mais quand tu comptes ton histoire, tu n'oublies des petits bouts. Fait que là, dans le parcours, tu dis « Ah, j'ai oublié de parler de telle affaire. » Fait que tu reviens. Fait que c'est comme si tu te promènes de gauche à droite tout le temps. C'est correct. Fait que ça fait peut-être bizarre, mais c'est les grandes lignes, en fin de compte, de mon parcours. C'est ça. Quand l'article a été partagé sur LinkedIn, je crois qu'il y a eu plusieurs messages de gens qui reconnaissaient... J'ai parlé... je nomme des noms parce que c'est les vraies choses. Je ne sais pas si je dois les nommer, mais tu as Charles Aubry qui est dans l'industrie, qui fait un job de terrain, puis je lui demande tout le temps, t'as-tu une qualité de vie toi aussi? Tu sais, on se passe toujours tout seul, puis il en fait beaucoup. Puis quand la revue a sorti hier, avant-hier, je pense que c'est avant-hier, Charles Aubry a balancé un petit commentaire, puis ça a fait comme une vague. Puis je pensais jamais d'avoir autant de clics. Tu sais, j'ai 200-300 amis quelque part sur ton réseau. C'est des anniversaires, puis je ne suis pas nécessairement là-dessus, nécessairement. Mais suite à son commentaire sur LinkedIn, ça a commencé à rentrer. Puis là, je passe des fois 1 heure ou 2 par jour à répondre puis leur dire tout simplement merci. Mais lui, je pense qu'il doit être rendu à 1800 ou 2000, je pense. Puis tu te dis, tu comprends pas, tu réalises pas l'impact ou ce que tu as fait ou ce qu'il te reste à faire avec tout ce que tu as accompli. Je commence à le réaliser. Là. C'est difficile. Puis c'est déjà difficile quand tu me poses la question. Mais, ça fait 8-9 mois que j'ai la boule dans la gorge, puis j'ai de la misère à le gérer parce que je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que j'aimais ça. Je l'ai pas fait pour le prestige, puis d'avoir toute la notoriété qui me précède. Puis il y a des gens qui m'appellent le monument. Puis j'ai une madame qui m'appelle Moïse. Tu sais, l'image des 10 commandements, tu es sur le dessus de la montagne, puis tu prêches. Là. Ben là, c'est un peu religieux catholique, mais je trouve ça flatteur, je trouve ça drôle, puis ça, je le prends. Tu sais. Je commence à l'envaler, puis c'est des gens comme toi ou qui me donnent l'opportunité d'en parler. Il y a deux choses. Quand tout ça t'arrive, puis tu es dans ton cercueil, tu le sais pas. Là, je le vis. Fait que faut que j'apprenne à le vivre. C'est tout. J'ai l'impression que c'est comme le résultat de toutes les années où tu as priorisé les relations humaines. Tout le temps. Tu sais, c'est un peu ça, là. La vague d'amour, c'est ton résultat que tous les gens que tu as croisés... C'est tout à fait ça, oui. Puis tu le réalises pas comme là, je le réalise depuis... Puis je sais qu'il va y avoir un gala hommage, là. Je sais qu'il y a bien du monde qui sont au courant. Fait que ça va être au mois de juin 17. C'est beaucoup en même temps. Tu sais, là, tu parles de la soirée reconnaissance? Oui, c'est ça, excuse, parce que l'autogestion, on le fait une année pour
de mécanique, une année pour la carrosserie. Là, ils vont les faire tous les deux cette année. Mais quand tu regardes... puis l'article, c'est grâce à Claude Zalac. Faut que je le mentionne parce que c'est lui qui a enclenché tout ça, le sirop de calmant, puis je ne vais pas dire d'autres choses. Mais c'est ça, Claude Zalac. Fait que la fin de ma vie, la fin de ma carrière, je la passe avec des gens qui sont super, qui sont bien corrects. C'est ça, hein. C'est sûr. Parce que, tu sais, à un moment donné, cette magnifique carrière-là va prendre fin. Tu sais, comme. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, un message que tu aimerais laisser dans l'industrie? Oui. Mais ça, je l'ai écrit parce que je me suis dit, peut-être dans le coup de l'émotion, ça va sortir un peu de la façon que. Je ne veux pas que ça sorte de travail. Fait que je l'ai écrit, je vais juste le lire tout simplement, mais c'est réellement mon fond de pensée puis ma façon de faire. Puis, c'est pas 12 pages, là. Parce que j'ai une tendance à m'allonger un petit peu des fois, puis tout le monde me dit « Ah, Guy, sois plus concis, sois plus court, pas capable. » On s'en fout de ce que oui, c'est ça, hein, on dit, oui. Je dis, non, dans le texte que je dis, nous sommes une communauté de passionnés, d'innovateurs puis de bâtisseurs. Le succès ne repose pas seulement sur la performance et les résultats, mais surtout sur les relations humaines. L'écoute, la capacité de s'adapter aux défis. C'est un peu ça, là, en fin de compte. Si j'avais un message à transmettre de ta question, ce serait de toujours placer l'humain au cœur des affaires. Le respect, l'intégrité, le désir sincère d'aider les autres sont la clé de la réussite durable. C'est un peu ça. Puis, en travaillant ensemble, mais avec la vision, la passion, on bâtit l'avenir dans l'industrie dans laquelle on est présentement. C'est un peu ça. Moi, je te connaissais pas. Tu sais, on s'est rencontrés récemment. Je te connaissais pas. Je connaissais pas ton histoire. J'ai vu les commentaires des gens, puis c'est des gens que je connais qui disaient exactement la même chose que moi, je pensais de toi. Ah oui? Oui. Tu sais, c'est juste pour te montrer à quel point t'es pareil avec tous les gens, puis que tout le monde a la même opinion. Ouais, la gentillesse de quitter, tu sais, de... Ouais. T'es transparent, t'es qui tu es, puis tu donnes des conseils valables, tu sais, des vrais conseils de gens qui peuvent avoir de l'impact dans la vie des autres. Puis ça, au nom de tous les gens qui ont commenté, merci. Merci de tout ce que tu as fait à l'industrie. Merci de ta participation. Je sais que c'est difficile à entendre, que t'es tout ça, mais prends-le. Prends-le pour toutes les fois où tu t'es élevé puis que tu te demandais pourquoi la veille, tu voulais tout lâcher, puis que le matin, tu te levais, puis que tu disais « Je commence avec la pire des choses », bien pour tous ces matins-là, merci. Merci de l'impact que tu as eu dans la vie de tout le monde, puis dans cette industrie-là aussi. Grand plaisir, puis merci de l'invitation. Merci de ta participation au podcast. Merci d'avoir poussé sur Claude Zalac pour le commandite du podcast. C'est grâce à toi, tout ça. Merci pour tout. Puis j'espère que tu vas rester dans l'industrie encore bien longtemps. Je te dirais, pour vous donner peut-être un cue, là, 1 an ou 2. Mais je pense pas d'aller plus loin parce qu'à un moment donné, j'aimerais ça vivre un peu 2 ans. Ouais. Si je pète pas aux frettes avant, non? En fin de compte, mais c'est ça. Mais, tu sais, je vais être rendu probablement à 75. Là, je pense qu'il va être temps de passer le flambeau. De savoir où est-ce qu'elle se pose la salière. Oui, puis il est déjà en place, le flambeau. Fait que, tu sais, c'est une belle madame, puis je l'adore, puis très compétente, très connaissante, très respectée dans l'industrie. Est-ce que tu veux la nommer ou pas tout de suite? Elle s'appelle Mme Bélin, son prénom Anne. Bon. Puis 25 ou 26 ans d'expérience en automobile. Puis tout le monde me demandait c'est qui le prochain Guy ou qui va prendre la relève, qui va assurer ça. Je ne trouvais jamais. Puis l'occasion s'est présentée, puis depuis quelques mois qu'elle est avec nous autres, là, 5-6 mois, je n'ai pas calculé le temps. J'ai une grande confiance. Passe bien dans l'industrie. En fin de compte, elle devrait s'appeler Guy, mais je fais des farces. Mais Anne Bélin, c'est toute une madame. Puis ça va être la continuité de Guy Lescarbot à l'intérieur d'une pièce. Puis c'est un peu ça. Fait qu'on a une sacrée équipe. Ça, c'est la faute d'un chef d'orchestre qui s'appelle Claude Zalac, parce que
Il nous donne les moyens de nous réaliser puis d'assurer sa relève. Fait que lui, il a grand mérite dans sa façon d'être, de sa façon de penser, de façon de voir. Puis on a des hauts puis des bas dans l'industrie, on en a dans les entreprises, mais c'est tellement peu avec ce qu'on peut faire ou peut réaliser dans l'avenir. S'il y a quelqu'un qui prend la relève, il assure une continuité à déjà ce qu'on a mis en place dans les 8 dernières années. Bravo, là, tu sais, c'est juste wow. Fait que, Il te fait-tu penser un peu à M. Lebeau? je l'ai comparé. Oui, hein? Différemment, je l'ai comparé parce que M. Lebeau était plus discret. Il était plus réservé. Claude est plus explosif, démonstratif. Il est moins introverti. M. Lebeau, c'était plutôt, à l'époque, c'était plutôt calme. Mais j'ai déjà comparé Claude Zolac. J'ai jamais au grand... J'avais déjà dit une fois, mais j'ai jamais comparé M. Lebeau à personne d'autre, mais il est dans la classe des Gérard Lebeau à sa façon d'être, tout simplement. Fait que, merci à lui. Mm-hmm. Merci à toi. Merci. De cette participation-là. Puis, si jamais tu veux revenir, raconter d'autres choses que tu vas avoir pensé. Sûrement, mais c'est tellement vite pour tellement de temps. Fait que c'est un peu ça. Mais merci. Merci à toi. Ouais.